Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir avec Johan Huget et Philippe Spanghero. Au sommaire ce soir, le Grand Chelem est-il pour le 15 de France féminin cette année? Laura Di Muzio va nous éclairer, elle sera notre invitée. Castres qui fait tomber La Rochelle, une fin de série qui cache une belle fin de saison. Adrien Séguré, le 3/4 centre du CO, sera avec nous. Et puis le grand témoin à partir de 20h30, c'est Damien Traille, ancien 3/4 centre du 15 de France et du Biarritz Olympique, qui reviendra avec nous sur le week-end. Le top 14 du week-end prochain, Montpellier-Perpignan. L'affiche qui sent le sud et qui sent le soufre. L'avant-match commence dès ce soir avec les supporters des deux camps. Vous aussi, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio parce que nous avons des places à vous faire gagner pour le match de samedi Toulouse Racing 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Johan et bonsoir Philippe. Bonsoir messieurs, mesdames. Salut à tous. Salut Quentin, on va débuter avec toi bien sûr. Les 3 infos, ou 4 même, à retenir de ce lundi côté rugby. Tu peux choisir François, bonsoir. On va démarrer avec l'arrière du Stade français, Kylian Amdaoui, qui est en fin de contrat et qui a donné son accord à Clermont. Il rejoindra le club cet été et va s'engager pour 3 ans. Philippe Saint-André, lui, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a récemment guidé le MHR vers son premier bouclier de Brennus, est approché par les dirigeants du Loup pour devenir directeur du rugby. Après avoir déposé le bilan en janvier dernier, le club de Blagnac est sur le point de finaliser sa restructuration. Elle devrait se faire depuis la Fédérale 1, le 5e échelon du rugby français. C'est la volonté du club. Enfin, les Bleus retrouveront la Nouvelle-Zélande le 16 novembre au Stade de France. Ce sera à 21h10. Il y aura le 9 novembre un match entre la France et le Japon, toujours au Stade de France. Et puis, les Bleus affronteront également l'Argentine. Cette fois, ce sera le 22 novembre. Et pour finir, François, les Françaises, en battant hier le Pays de Galles 40-0 dans le tournoi destination, se sont donné le droit de disputer une finale pour le Grand Chelem. Ce sera samedi face aux Anglaises, les grandes favorites de la compétition. Et on va en parler dans un instant avec Laura Di Muzio, notre invitée. Mais avant cela, petite question quand même, parce que hier il y a eu un 41-7, on l'a vécu sur Sud Radio, la victoire de l'UBB face à Clermont. Alors ma question pour Johan et Philippe, qu'est-ce que tu retiens le plus, Johan? Le triplé de Damien Penaud ou le sauvetage de Louis Bielbiarré? Le triplé bien sûr, parce que le match était quasiment fait et à ce moment-là, Damien a prouvé qu'il était un élément indispensable et il a manqué sur le quart de finale bien sûr de la Champions Cup. Philippe? Le caractère, alors je vais pas faire comme Johan, le caractère de Louis Bielbiarré qui va chercher pour sauver cet essai, ça montre le caractère collectif de cette équipe dans un match qui était acquis au Bordelais, donc voilà, je vais prendre ça. Mais par contre, au-delà des 3 essais de Damien Penaud, il y a quand même des stats hallucinantes. Plus de 200 mètres, j'ai vu parcourir ballon en main. Bon, enfin, c'est le facteur X de cette équipe cette année. Ouais, qu'on a vu sur les comptes, les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram de Sud Radio Rugby. Abonnez-vous, voilà, Clément alimente tout ça, même pendant l'émission, bien sûr. Je rappelle également qu'il y aura des places à gagner pour le match Toulouse Racing. Donc vous nous appelez au 0826 300 300, bien sûr. Et Aude et Quentin trient, bien sûr, pour nous les meilleurs gagnants et les meilleurs candidats, ceux qui pourront parler rugby avec nous, et notamment du Stade Toulousain. Là, on va parler des filles. On est content de parler des filles pour ouvrir cette émission. Le Grand Chelem est-il enfin pour cette année pour le 15 de France féminin? Laura Di Muzio est notre invitée dans Au cœur de la mêlée. Laura, bonsoir. Salut François, ça va? Ouais, ça va bien. Présidente du Lille Métropole Rugby, avant on dit aussi ancienne joueuse, mais maintenant t'es présidente. Donc voilà, ça c'est encore plus honorifique. On est content que tu sois avec nous, Laura, parce que oui, on attend effectivement ce Grand Chelem depuis 2018. Alors ça y est, les Françaises ont gagné tous leurs matchs, voilà, 40-0 ce week-end contre les Galloises. Reste à finir le travail, comme on dit, et ce sera donc samedi face aux Anglaises. Est-ce que c'est pour cette année, Laura? J'y vais direct. Écoute, au risque de peut-être paraître pessimiste, non, je ne pense pas. Ah. Je ne pense pas, ça va être difficile en fait. Clairement, oui, les Françaises, elles ont gagné leurs 4 premiers matchs, mais tout le monde s'attendait à ce que l'équipe de France gagne les premiers matchs, au même titre que tout le monde s'attendait à ce que les Anglaises gagnent leurs 4 premiers matchs et que la finale soit le France-Angleterre de ce samedi. Donc il n'y a aucune surprise jusqu'alors, mais la différence c'est les parcours en fait. C'est vrai que l'équipe de France a eu du mal à se mettre en route, elle s'est fait très très peur contre l'Écosse. C'était pas linéaire, c'était pas un long fleuve tranquille, alors que tu vois, ce week-end, les Anglaises, elles ont mis 88 pions aux Irlandaises, elles sont impressionnantes. Donc,
va falloir sortir le match parfait, il va falloir compter aussi sur une contre-performance des Anglaises, parce qu'en l'état actuel des choses, on n'est pas du tout favori. Johan. Bonsoir Laura. On n'est pas favorite, mais en tout cas, je pense que les Françaises ont aujourd'hui un peu plus d'armes pour combattre ces Anglaises, notamment la confiance. Elles ont pris beaucoup de confiance sur les matchs au fur et à mesure, et les dernières prestations qu'elles ont réalisées étaient quand même incroyables. Donc moi, j'ai envie d'y croire. S'ils arrivent à régler ce petit problème en touche qu'elles ont eu face au Pays de Galles, je pense, et en ayant un peu de mémoire ce match à Bayonne, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Johan est-il trop optimiste, Laura Di Muzio? Si on veut, c'est du rugby. Il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est vrai que le problème en touche, il existe depuis le début du tournoi. C'est vrai qu'on n'a pas su se régler. Le Pays de Galles, ça reste l'opposition quasiment la plus faible du tournoi féminin. Et c'est vrai que le premier quart d'heure, on a quand même pas mal balbutié. On a perdu 2 touches un peu bêtement. Et donc c'est vrai que on est quand même pas sur des copies parfaites. Autant l'année dernière sur la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, on a eu un France-Angleterre d'un niveau exceptionnel. Et depuis, j'ai l'impression que les Anglaises qui ont joué la finale et qui ont continué à monter en puissance avec en plus un championnat qui les porte, elles ont pris de l'avance par rapport à nous. C'était moins vrai quand on était sur la période Coupe du Monde en 2021, et là c'est plus difficile. Vraiment, on est un cran derrière. Bonsoir Laura. J'ai une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le championnat domestique aussi qui sert beaucoup les Anglaises. Qu'est-ce qui manque au rugby français pour vraiment rivaliser dans la durée et pas se dire que sur un coup on peut les battre? Est-ce que c'est juste la professionnalisation de notre championnat domestique comme le font les Anglaises, ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce qu'on peut aussi pointer du doigt le manque d'opposition dans ce tournoi de 6 nations. C'est vrai que malheureusement, quasiment dès le début, sans faire offense aux autres, on attend cette finale France-Angleterre un peu tous les ans, et il y a ce manque d'homogénéité. Quel est ton regard par rapport à ça? Qu'est-ce qui nous manque le plus aujourd'hui? Bon les gars, est-ce que vous avez 2 heures pour qu'on étudie la question? Petit audit du rugby féminin et du championnat. Non, c'est vrai que c'est les 2 paramètres que tu as évoqués sont tout à fait vrais. Bien sûr, au niveau européen, clairement, il n'y a pas d'opposition. Il y a tellement pas d'opposition que depuis 2 ans, en fait, les calendriers sont organisés de manière à ce que le dernier match soit le France-Angleterre. Avant, c'était pas le cas, c'était calqué sur le calendrier masculin, mais quand tu tombais sur un crunch en première ou en deuxième journée, tu savais déjà qui avait gagné la compétition. Donc maintenant, on a déplacé le France-Angleterre en dernière journée du tournoi féminin pour garder ce suspense, pour donner encore de l'intérêt à la compétition, parce qu'on sait que c'est les 2 équipes qui vont jouer le titre tous les ans. Rappelons Laura quand même que l'Italie avait battu la France en match de préparation à la Coupe du Monde. Donc on va dire le tournoi aussi, non, il me semble, il y a 2-3 ans. Oui, enfin je veux dire, il peut y avoir des surprises aussi dans le mauvais sens pour voilà, c'est pas que ça. Mais je t'ai coupé, pardon. Non, mais bien sûr, il peut y avoir des surprises, au même titre que les Écossaises qui ont été battre les Italiennes, mais de manière générale, si tu prends sur les 10 dernières années ou les 15 dernières années, on se retrouve tout le temps avec soit la France, soit l'Angleterre. Et puis ensuite, oui, c'est vrai que sur le championnat domestique, là, clairement, on est tellement en retard. Les Anglaises ont décidé il y a 5 ans de créer un championnat pro, alors qui a aussi ses défauts, mais qui a le mérite d'exister, avec un cahier des charges qui est très précis, avec une obligation pour les équipes de mettre en place certains critères, notamment la professionnalisation de leur staff et un accompagnement très poussé des joueuses. Toutes ne sont pas pros, en tout cas pas encore. Et puis surtout, ils ont créé vraiment une économie autour de ce championnat, avec un naming de la compétition, avec un sponsor majeur, avec un site dédié qui sort toutes les statistiques, avec highlights, avec une rediffusion de qualité. Je sais que ça paraît fou à l'échelle en fait du rugby qu'on connaît, qui est le rugby masculin, de se dire on a les statistiques des matchs à la fin d'une journée de championnat. C'est pas vrai à l'heure actuelle sur le championnat féminin français. Donc bien sûr, si on veut passer un cap sur notre équipe nationale, il faut absolument qu'on passe un cap dans l'opposition quotidienne, hebdomadaire du championnat. Et à l'heure actuelle, on n'y est pas encore. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment eu des engagements forts qui ont été pris par la Fédé avec la nouvelle gouvernance pour l'année prochaine. Pour la première fois depuis 8 ans, on va passer sur une poule unique avec un championnat en top 10. Donc bon, on va revenir à ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé le rugby, donc en 2009, où on était déjà en top 10. Mais c'est bien, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait fait auparavant n'avait pas fonctionné. Donc là, on va revenir à un championnat en poule unique avec
la possibilité d'avoir des doublons, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de doublons pendant les périodes internationales, ce qui veut dire que les équipes ne matchent pas. Donc là, il y a des périodes parfois de 6 semaines sans championnat, avec simplement des matchs amicaux, ce qui fait que le championnat est peu lisible, et puis ça manque d'intensité et de régularité. Donc là, toutes ces décisions ont été prises cette saison pour la saison suivante, ça a été voté en comité directeur. Donc ça, on a mis la marche en ordre pour enfin rattraper le retard qu'on a pris sur le championnat domestique. Et demain, ça amènera sûrement aussi des conséquences positives sur le 15 de France. Mais en fait, il suffit de voir les contradictions. Le week-end dernier, il y avait un match France-Angleterre U20 chez les féminines. L'équipe de France gagne 76-0 contre les U20 féminines anglaises. Et après, quand on passe en senior, on n'est pas capable d'avoir un tournoi à destination depuis 6 ans. C'est bien qu'à un moment donné, on se trompe dans le passage chez les grandes quand il s'agit de matcher et de monter en puissance sur le plus haut niveau, quoi. Donc on a la formation, on a les jeunes joueuses de qualité, elles viennent de le prouver encore le week-end dernier. Mais après, en fait, il faut être capable de les accompagner dans la durée sur les catégories d'âge plus élevées, en fait. Est-ce qu'on a aussi, est-ce qu'on n'a pas très bonne chose que Ouais, Laura, est-ce que le championnat évolue dans les années prochaines. Est-ce qu'on n'a pas aussi là des jeunes qui sont arrivés, qui ont intégré cette équipe cette année? Je pense à Kalfaoui qu'on avait vu notamment à la Coupe du Monde, mais qui visiblement sont en train de prendre une certaine ampleur. Il y a Feuleux aujourd'hui la capitaine, il y a sa sœur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un renouvellement là de jeunes joueuses qui peuvent aussi permettre à cette équipe de rêver d'un grand chelem samedi? Ah si, clairement, en tout cas sur le potentiel et sur les jeunes qui pour certaines sont plus si jeunes, parce qu'il y a quand même de l'expérience qui s'engrange. On a du monde, on a du potentiel. Là, tu les as cités, que ce soit les Féléou, les Kalfaoui, mais même Lina Kérois qui remplace Leroy à l'ouverture, et c'est pas forcément facile à faire. Et donc oui, on a cette chance d'avoir un réservoir de joueuses à fort potentiel qui sont toutes issues de la filière moins de 20 ans, toutes issues de l'académie olympique qui est mise en place à Marcoussis mensuellement. Donc c'est des filles qui ont l'habitude de la filière haut niveau. Après, clairement, c'est aussi des filles qui n'ont pas l'habitude de matcher à haute intensité puisque le championnat ne le permet pas suffisamment. Donc autant elles sont excellentes et elles dominent les débats tous les week-ends en championnat dans leurs clubs respectifs, autant quand tu passes un cap et que tu arrives sur des compétitions internationales, on l'a même vu à la Coupe du Monde il y a 2 ans où ces petites jeunes elles n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu parce que le staff les imaginait pas encore suffisamment prêtes. C'est là où on a ce delta qui permet pas en fait d'aller chercher les grands chelems depuis des années. Parce que depuis des années, on intègre des jeunes qui sont de super potentiel, qui sont de superbes joueuses et qui pour autant font pas la différence au plus haut niveau. Donc moi, je rêve qu'on fasse un grand chelem. Franchement, je demande pas mieux parce qu'il faut que ça nous porte et parce qu'on en a besoin pour développer le championnat français. Mais là, quand je vois ce qu'ont fait les Anglaises le week-end dernier, franchement, je vois pas comment nous on peut rivaliser jusqu'alors. Bien sûr, on a notre arme. Là, on est les filles sont énormes en défense. Elles ont cette capacité à très vite refaire la ligne, à récupérer des ballons avec des joueuses qui distribuent cartouche sur cartouche. Mais malheureusement, contre les Anglaises, souvent c'est pas suffisant. Et elles sont très vaillantes, elles sont au combat, elles s'y filent. Mais très souvent, en fait, c'est la petite action qui a pas de conséquences contre le Pays de Galles, contre l'Italie, quand tu fais tomber des ballons ou quand tu es un peu indiscipliné. Ouais, ça a de grosses conséquences contre une équipe aussi rodée que les Anglaises. Laura, nous, on y croit, toi aussi. On n'est pas favori, en gros, on n'est pas favorite, serait-on tenté de dire, les Françaises. 17h45 samedi, on le vivra sur Sud Radio, bien évidemment, dans toute notre après-midi rugby, comme chaque samedi. On te remercie, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Allez les Bleus, bien sûr, et vive le rugby féminin. Merci, Laura Dimuzio, et vive le rugby à Lille. Merci à tous. Lille Métropole Rugby, voilà. Tu peux dire, allez mesdames, la huge avec ta voix de crooner ou pas? Il est complètement fou ce mec. Il est fou. C'est vrai, c'est une belle suggestion. Allez les Bleus. C'est pas mal. Merci en tout cas Laura et on croise les doigts donc pour samedi ce grand chelem que l'on attend depuis 2018 dans le rugby féminin. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler rugby au cœur de la mêlée. On va parler notamment du top 14 et du Castres Olympique qui est sorti de sa série noire. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée, vous nous appelez au 0826 300. Il y a des places à gagner pour le match Toulouse-Racing du week-end prochain, 22e journée du Top 14, que l'on vivra bien sûr sur Sud Radio et que vous vivrez au stade Ernest Vallon. On va revenir sur le week-end de la 21e journée qui s'est achevée hier et surtout sur le match qui a ouvert notamment cette journée. C'est Castres-La Rochelle. Castres qui a mis fin à une série noire. Le CO peut-il entrevoir une belle fin de saison? C'est la question que l'on va se poser avec Yoann Huget et Philippe Spanghero et que l'on va poser à Adrien Séguré, qui est notre invité, le 3/4 centre du CO. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, c'est un grand plaisir. Elle a fait du bien, non, cette victoire d'un point, mais elle a démontré tout votre caractère. Est-ce que vous l'avez fêté, cette victoire ce week-end, les joueurs du CO? Ouais, non, elle fait du bien. On l'a un peu fêté, mais gentiment quand même. On n'a pas. 6h du mat. Ouais, non, on n'a pas trop appuyé quand même. Parce qu'il y a une un déplacement important le week-end prochain, mais bon, elle nous a fait énormément de bien à tous, hein, donc on a quand même bu 2-3 bières ensemble, quoi, forcément. Ouais, effectivement. Yoann, tu disais le Castres Olympique quand même qui enfin est sorti du. Alors c'est tellement serré ce top 14 qu'à la limite, dès qu'on gagne une fois, on peut peut-être passer du spectre de la relégation à l'espoir de la qualification à une victoire. Non, en tout cas, félicitations pour votre victoire, Adrien, parce que ça a été vraiment un match accroché. On vous a senti filer ce match entre vos doigts et vous êtes allé le chercher à la fin du match. On en parlait avec Dari samedi soir et voilà, vous avez fait preuve de caractère comme toujours et avec vos valeurs, mais on sent que c'est une saison quand même assez compliquée. Ouais, à Oyo, hein, le déplacement du week-end prochain. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est compliqué. Ouais, la saison est on a eu des passages un peu délicats. On a connu des moments super, notamment au début de saison. Après, on a eu un petit coup de mou à la mi-saison et voilà. Et là, on s'accroche, on bataille, on voit que c'est serré, mais bon, c'est sûr que cette victoire, elle est déterminante en tout cas pour les 5 matchs qui nous restent, quoi. Mais après votre victoire à Pau, on pensait que vous étiez reparti, lancé sur une nouvelle dynamique. Ouais. Et puis voilà, ça s'est pas concrétisé sur le terrain. Ouais, c'est difficilement explicable. Je sais pas. En fait, on a eu un peu des moments durs. Il y a eu cette victoire à Pau qui nous a fait du bien. On pensait qu'elle nous avait relancé. Et après, on n'a pas su confirmer sur les matchs, notamment les réceptions de Clermont, du Racing. C'est plus mental. Tu dirais que c'est plus mental ou physique? Ouais, il y a peut-être le groupe qui était un peu en doute. Puis vous savez, c'est aussi une période de l'année où il y a des rumeurs un peu dans tous les sens et donc peut-être que je sais pas, ça a affecté le groupe. J'en ai aucune idée, mais voilà, je pense qu'aussi on n'a pas su. Des rumeurs de changement d'entraîneur, c'est ça qui est. Il y a eu ça. Dari qui part à Brive. Voilà, il y a eu tous un peu ces rumeurs autour de ça. C'est la période aussi, donc forcément des fois ça peut déstabiliser les équipes. Après, je sais pas, je suis pas en train de chercher des excuses, mais bon. Du coup, tu pars où, toi, l'année prochaine? Voilà. Je pourrais pas donner d'infos. Mais il a signé un CDI. Adrien a déjà pas mal bougé et là, il est bien stable à Castres. On va y revenir. Philippe, pour Adrien Séguré. Ouais, salut Adrien, bravo pour ce match de samedi. On parlait là de cette victoire à Pau, mais elle venait, on va dire, compenser une contre-performance à domicile. C'est vrai que cette saison, on vous sent un peu plus friable à la maison, contrairement aux saisons dernières où Pierre Fabre était une terre imprenable quasiment. Et donc c'est vrai que ce qui marque un peu, et comme le disait Yoann, on en parlait avec Dari samedi, c'est cette fébrilité à tuer cette incapacité à tuer les matchs. On sent qu'il faut que vous soyez vraiment dominé, pris au score pour aller chercher des ressources comme ça en fin de match pour vous faire peur en permanence. Comment tu l'expliques ça, cette incapacité à maîtriser vos matchs et à chaque fois devoir revenir en fin de match avec des scénarios improbables? Ouais, c'est un peu une constante chez nous et c'est notamment à la maison, on a toujours été un peu en réaction et on a attendu de prendre des points et je sais pas comment l'expliquer, peut-être que c'est un peu l'ADN de notre groupe, on est un peu des mecs qui s'accrochent et qui ont besoin d'être derrière au score, mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez stressant déjà pour nous et puis pour les gens qui nous regardent, je pense.
Mais je saurais pas l'expliquer, je sais pas. C'est peut-être des difficultés à rentrer dans le match, des difficultés à prendre le jeu à notre compte, à occuper bien le terrain, essayer de jouer dans les bonnes zones. On a eu beaucoup de mal. J'ai pas trop d'explications à ça. Il faut en parler. Ils ont des questions compliquées, hein, Philippe et Johan. Ils ont des questions compliquées. Non, par contre, juste pardon pour rebondir, mais l'explication peut-être plus simple, c'est moi ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette faillite à Perpignan, parce que c'est vrai que on voit quand même le CO en réaction après une contre-performance à domicile. Donc on sait que c'est très dur d'aller à l'USAP cette année, mais là la déroute sur le nombre de points pris, c'est vrai que là il y a eu faillite un peu collective. Donc j'imagine que vous vous êtes dit quelques vérités à l'issue de ce match-là, parce que celui-là il a marqué. 43-12, on rappelle, 20e journée, 43-12. Celui-là, il nous a fait très mal. Celui-là, il nous a fait très mal. On s'est dit quand même pas mal de choses après le match, mais je pense que celui-là, encore pour ceux qui ont vu le match, c'est un peu cruel parce qu'on voulait faire un gros match. On fait une entame qui est correcte et on a notamment une super action sur un lancement qui était super bien joué où Natuleux finit pas le coup et donc ça nous met un petit coup derrière la tête et derrière tout s'enchaîne. On prend un carton jaune juste avant la mi-temps et après on prend des vagues, on prend des vagues en début de seconde. Donc il y a plein de trucs qui ont pas basculé ou de notre faute, mais et qui nous ont enroulés dans cette spirale négative. Et Perpignan en est l'exemple parfait, quoi. Perpignan, il nous a un peu mis un coup derrière la tête et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et à la fois, Castres n'est pas la seule victime de Perpignan à Aimé Giral depuis ces dernières semaines. Il y a aussi ça. Voilà. Ce qui est intéressant pour toi dans cette saison, c'est que c'est ta meilleure saison en top 14. On va dire c'est là où tu as joué le plus de matchs, où tu as le plus de régularité, Adrien. Comment toi tu l'expliques? 25 ans, t'as franchi un cap? 25 ans, j'arrive, je pense que c'est un moment de ma carrière où j'arrive à maturité. Je me sens très bien ici dans le club et j'ai une carrière un peu avec une courbe qui monte gentiment mais qui est assez constante. Je passais par la Pro D2 pour essayer de jouer, prendre de l'expérience et ça m'a permis de devenir un meilleur joueur. Et aujourd'hui, après une saison dernière un peu compliquée, tranquille, de rentrer en matière en top 14, où j'ai pu avoir des déceptions, des moments un peu mieux, cette année, je prends un peu plus d'importance dans le groupe aussi. J'affirme un peu le joueur que je suis, mon leadership, et donc ça se voit. Et puis après, la confiance, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux plutôt, pardon. Oui. Donc quand ça marche, on a confiance en soi, et donc cette saison, pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va bien se finir. Ouais, tu sais que nous, dans notre équipe à Sud Radio, on a un réalisateur qui est animateur, qui est un peu notre homme à tout faire, et notre mascotte, c'est Quentin. Et alors, il est supporter du Castres Olympique. Et il a une question pour toi. Ouais, moi je voulais savoir si tu avais eu très chaud ou un petit peu chaud sur le match de ce week-end. Parce qu'on a vu 3 essais refusés à Castres avec l'arbitrage vidéo, ce qui a bien énervé d'ailleurs votre entraîneur. On a vu aussi les pénalités et les coups de pied qui rentraient pas en fin de match. Tu l'as vécu comment au niveau de la pression? Est-ce que c'est un énorme soulagement à la fin de ce match? Ouais, le soulagement il est énorme. Parce qu'en plus, tout le long du match, on laisse des points en route, comme tu dis. On se dit merde. On est en train de... ces matchs, on sait comment ça se finit souvent, les matchs où tu laisses trop de points en route, ça se finit souvent mal. Donc, pour le coup, d'être réaliste sur les dernières actions du match, c'est bien. Mais pendant le match, c'est compliqué. Après, l'arbitrage, pour moi, il n'est pas à remettre en question sur ce match-là. Les fautes, elles y sont, et les essais, ils y sont pas. Donc voilà. Il y a un des tiens du coup qui est refusé aussi. Ouais. Pour moi, il y a des avis assez divergents. Tu rentres ou tu rentres pas, c'est ça la question. J'entends. Il y a des mecs qui me disent qui pour eux il l'accorde. Pour moi il y est pas, parce que même sur le moment je me dis que je suis gourmand, quoi. Que je dois pas me relever ou alors lâcher le ballon, et pour moi il y a pas essai, mais
Mais bon, il y a plusieurs avis, ouais. C'est bien de le reconnaître en tout cas. Merci Adrien d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio au cœur de la mêlée. On rappelle le programme quand même. Déplacement au Oyonnax, réception de Montpellier le 11 mai lors de la 24e journée, 23e journée. Ensuite il y aura déplacement à Clermont, réception du Stade Français et dernier match à Bayonne. Voilà le menu pour le Castres Olympique pour cette fin de saison qui, on l'espère, sera joyeuse pour vous, le Castres Olympique et toi Adrien Séguré. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. À très bientôt sur notre antenne. À bientôt, c'est gentil, merci. Au revoir. Allez, on se retrouve dans un instant. On va bien sûr continuer à parler, puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour gagner des places pour le match Toulouse Racing. Damien Traille sera notre invité juste après la pause au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, Philippe Smanguero. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les amateurs de rugby au cœur de la mêlée, l'émission du lundi qui revient sur l'actualité du week-end et qui se projette sur le week-end prochain du rugby. Yoann Huget est avec nous, Philippe Smanguero également. Les invités se succèdent. On a parlé de rugby féminin, on a parlé de top 14 et puis bien sûr on va aussi avoir un grand ancien. C'est Damien Traille qui est avec nous. Damien, bonsoir. La légende. Salut Damien. Bonsoir à tout le monde. Ça va bien ? Ça va, salut. ça va. Bienvenue sur notre antenne, Damien. Bon, on imagine week-end de top 14. Il faisait pas trop mauvais ce week-end. Est-ce que tu as regardé ? T'as pas regardé ? Comment ça s'est passé ? Ou t'as peut-être écouté même sur notre antenne la journée de top 14, Damien ? Comme chaque week-end, je crois que je regarde un peu certains matchs, des résumés, surtout les résultats, et avoir un œil sur ce classement qui est très intéressant à 5 journées de la fin du championnat. Il y a des enjeux partout et ça fait aussi le charme de ce top 14. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans le week-end sur il y a eu quand même des matchs moi je pense notamment à hier soir qui a été quand même un match assez abouti offensivement côté UBB. Je posais la question en début d'émission à Yoann et Philippe, bien sûr. Qu'est-ce que toi tu retiens ? Le triplé de Daniel Penaud ou le sauvetage de Louis Bielbarré qui sauve le bonus offensif de l'UBB hier soir, Damien ? Alors, je vais jouer mon côté palois quand même. C'est la victoire de la section contre Montpellier. Et le club qui se rapproche de plus en plus de ce top 6 et qui rêve enfin de faire partie de ce haut de tableau. Donc, mais bien sûr que j'ai regardé le triplé de Damien Penaud, j'ai regardé la victoire de Perpignan. La victoire de Perpignan qui est quand même une équipe qui est très surprenante et très agréable à voir jouer, notamment. Et est-ce que tu les vois dans les 6, Damien, avec ton œil avisé ? On se pose la question. Pour être dans les 6, il faudrait qu'ils viennent gagner la section. Donc, ou à Montpellier. Qu'ils soient dans les 6. Oui, c'est ce week-end, je crois qu'il y a un fameux Montpellier-Perpignan qui, avec sous haute tension, avec des Montpelliérains qui, s'ils ont un faux pas, auront cette place de barragiste. Donc voilà, ça va être un week-end qui va être primordial, mais comme tout ce qui arrive, parce que on le voit, à part Oyonnax qui aujourd'hui est décroché, rien n'est acquis, à part le Stade Français et Toulouse qui ont quand même une petite marge de manœuvre. Après, de la 3e à la 9e, 10e place, c'est très serré. Philippe, je crois que toi, t'as misé sur la section paloise, hein, et c'était bien avant qu'on parle à Damien, c'était samedi, dans l'émission samedi. Ouais, ça fait un moment que j'ai misé sur la section parce que ce que je disais, c'est que la section a montré qu'elle était capable d'aller faire des coups à l'extérieur. Alors, c'est passé pas loin à Toulouse, mais on a vu cette équipe avec beaucoup de caractère. Bon, elle maîtrise à domicile, mais surtout, elle a cette capacité peut-être un peu plus que les Catalans à aller chercher des points à l'extérieur parce qu'il faudra pour y arriver. Ben, moi, ce que je retiens, c'est surtout, je sais pas si c'est dû qu'à ça, mais on peut quand même saluer la règle de la Ligue d'avoir capé le salary cap. On en a déjà parlé, mais je le répète parce que quand je regarde, il y a des équipes quand même qui sont des équipes vraiment à petit budget par rapport aux gros cadors du championnat, qui sont là dans le ventre mou, qui viennent vraiment jouer les troubles fêtes. Et ça montre quand même une homogénéité. On a un championnat qui nous régale à voir par son incertitude. Et ça, je pense que c'est en partie dû à cette capacité à avoir régulé un peu notre économie et à avoir des clubs aujourd'hui comme on est en train de se demander si Pau ou Perpignan vont rentrer dans les 6. Pau et Perpignan, c'est moitié moins de budget que le Stade Français, que le Stade Toulousain. Et donc, ils sont quand même à la bagarre et ça, c'est bien. Damien Traille.
Quelle belle parole. non, c'est sûr, je crois qu'il faut aussi saluer le travail du staff et de Sébastien Piccheroni quand même, qui depuis son arrivée à cette filière jeune et qui fait confiance à ces jeunes et qui aujourd'hui sont des leaders de cette équipe. On le voit, alors c'est pas parce que c'est Pau, mais c'est une équipe qui est vraiment très agréable à voir jouer. On le voit où elle marque des essais, elle propose du jeu. C'était un peu peut-être ce qui leur manquait pour pouvoir prétendre à ce top 6. Après, certes, il n'y a pas des grandes stars, mais il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a l'arrivée de Whitelock aussi cette année qui a poussé ce pack d'avant à se surpasser. Il y a son frère aussi qui a eu des débuts difficiles à la section, mais qui aujourd'hui prouve tout le bien. Il y a le 10 Simons qui est arrivé cette année, qui est un métronome, et entouré de ces jeunes qui aujourd'hui montrent un très beau visage et je leur souhaite de vivre ces barrages et que la section joue l'Europe l'an prochain. La section. Pardon François, juste pour préciser en 2 minutes, mais on avait eu Bernard Pontenot l'année dernière quand le club était vraiment en difficulté, et ça aussi c'est à saluer, c'est-à-dire que sous la pression comme ça, quand t'es menacé de relégation ou que t'es vraiment dans le bas du tableau, t'as tendance à changer les choses en cours de route, et il a tenu le cap. Il a laissé ses jeunes prendre de l'expérience parce qu'il a lancé beaucoup de jeunes dans le grand bain en disant ça va passer, on va faire le dos rond, on va recruter solide pour encadrer ces jeunes la saison prochaine. Et ça aussi, au-delà du staff, il faut rendre hommage quand même à la direction du club qui a tenu bon au moment où ils auraient pu être tentés quand même de créer un électrochoc à un moment où c'était compliqué quand même. Ouais, et c'est bien de... Après, la chance qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, des joueurs, des pépites qu'on a au club re-signent. Je pense à Emilien Gaëton, je pense à Tissot B. Tous ces joueurs re-signent. C'est sûr qu'il y a 2-3 ans, on a laissé partir, mais parce qu'ils voyaient aussi leur intérêt personnel. On a laissé partir Antoine Astoy, on a laissé partir Quentin Lespio, qui étaient des leaders de notre équipe, mais par manque de résultats, voulaient aspirer à autre chose pour leur carrière personnelle. Je peux pas leur reprocher parce que moi je l'ai fait en quittant Pau au début de ma carrière. Mais voilà, aujourd'hui le point fort et un élément important, c'est que les pépites du club ils re-signent, et ça c'est un élément important pour le club. Il y a un autre club quand même pour lequel ton cœur vibre toujours, j'imagine, c'est le Biarritz Olympique, Damien, avec qui tu as été champion 2 fois de mémoire. Est-ce que les changements qui ont été annoncés avec l'arrivée de Sean Egorty, de Flip van der Merwe notamment, ces changements-là te conviennent et tu penses que ça va donner un nouvel élan au BO, actuellement 14e, qui joue sa survie en Pro D2? Bon, c'est terrible ce qui se passe au Biarritz Olympique. Encore ce week-end, cette défaite, cette déculottée à domicile face à Grenoble, où il faut quand même tirer un coup de chapeau par leur performance. Mais ce qui arrive au club aujourd'hui, c'est un côté catastrophique. Aujourd'hui, il y a eu des déclarations faites, changement de direction. Dans la semaine, on annonce que le manager, il s'en va sélectionneur la saison prochaine. On ne sait pas trop où va le club. Il y a des clauses de confidentialité pour l'instant. On attend d'avoir un peu de lumière sur tout ce qui va se passer sur le Biarritz Olympique. Mais c'est sûr que, ayant vécu les belles années Biarrotte, il y a une vingtaine d'années de ça, c'est très triste de voir le club où il en est aujourd'hui. Et on espère que le trio de repreneurs aujourd'hui vont essayer de rassembler et de redonner une belle image à ce club qui le mérite. Voilà, avec 3 déplacements difficiles quand même. À Agen, 3 derniers matchs difficiles de cette phase régulière. À Agen, la réception de Provence et déplacement à Brive pour le BO pour essayer de se maintenir sportivement avant ensuite de voir où iront les nouveaux repreneurs du BO et comment cette saison se profilera. Damien, sur la fin de saison telle qu'elle est, et notamment celle du Stade Toulousain, je crois que c'est un club que tout le monde suit et que tout le monde apprécie. Voilà, comment toi tu les vois en Champions Cup, et est-ce qu'ils vont être, on va dire, capables de faire les deux, le doublé, parce qu'on les voit tellement au-dessus?
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont au-dessus. Alors, ils sont au-dessus pour différentes raisons, par rapport à l'historique de ce club, par rapport à l'effectif qu'ils ont, qui aujourd'hui ont 2 équipes. Je suis persuadé que s'ils alignaient ces 2 équipes, ils joueraient les 6 premières places du championnat. Toujours pareil, il y avait des joueurs confirmés, il y avait des jeunes talents qui rentrent et qui se fondent naturellement dans ce collectif. Et on le voit avec des performances, notamment sur ce quart de finale de Coupe d'Europe retour avec un Paul Coste qui a été incroyable. Et entouré des grands joueurs qu'il y a. Aujourd'hui, c'est vrai que ce week-end, il y a eu une impasse un peu pour préserver l'effectif. Mais malgré tout, ils sont prêts à gagner au Vélodrome contre Toulon. Donc ça prouve la qualité de cet effectif. Et aujourd'hui, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe, il y aura un affrontement possible contre le Leinster. C'est possible en finale, mais je ne vois pas comment ils peuvent passer au travers. Johan ? Non, mais il a raison. On voit pas comment on peut passer à travers. La chance quand les Toulousains aujourd'hui, c'est de jouer le Leinster en finale. Parce que il y a une histoire derrière ces matchs-là. Et enfin, s'ils passent la demi-finale, bien sûr, hein, de se retrouver, parce que tout le monde les voit passer et que voilà, on est fervent supporters et que c'est le seul représentant français en Champions Cup. Mais ils sont aussi compétitifs en top 14 avec plein de jeunes et ces jeunes-là vont être au stade pendant plusieurs années et on les découvre aujourd'hui, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'effectif, donc ça prend du temps et ça me fait penser un peu à l'image de la section paloise qui sont en train de former, qui font le dos rond et comme on l'a connu aussi avec Toulouse dans les années 2015 jusqu'à 2017 où on avait beaucoup de jeunes, on savait pas trop où on allait, on a fait le dos rond et puis après de toute façon, il faut du temps et ça minimum 3 ans pour que ces jeunes arrivent à éclore. J'ai ouï dire que peut-être un try pourrait émerger au Stade Toulousain. Est-ce vrai, Damien ? Écoute, ouais, j'ai mon aîné qui a rejoint les couleurs du Stade Toulousain cette annne. T'as dû te pincer la gorge quand même. Non, pas du tout. non, pas du tout. Mais franchement, je suis ravi et de le vivre un peu plus de l'intérieur. Aujourd'hui, il est qu'en cadet. Je me rends compte qu'il n'y a pas de secret dans la réussite. Voilà, la réussite de ce club, c'est depuis les plus petits et l'ADN du Stade Toulousain, elle est générée de l'école de rugby jusqu'au pro. Et je me rends compte ce qui vit aujourd'hui et c'est une super expérience. Alors, je lui souhaite qu'un jour il y arrive et qu'il porte les corps du Stade Toulousain. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, il sera grandi de cette aventure. Voilà, ça veut dire que tous les week-ends tu y vas et tu vas le supporter loin de Biarritz ou de Pau. Ben, j'étais ce week-end. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pour moi un honneur d'aller le voir jouer. Donc voilà, je le soutiens en restant à ma place de papa. Aujourd'hui, il y a des staffs qui leur donnent des conseils. Moi, je suis là pour le soutenir quand ça va pas et s'il a besoin de conseils. Mais c'est sûr que je regarde le calendrier avec impatience et pour voir quand c'est que je peux me déplacer, le voir jouer. Est-ce que tu râles un peu comme sur le terrain ou pas du tout? Ce week-end, il a perdu, j'ai fait le retour, j'étais énervé comme pas possible. Pire que quand je jouais, je crois. C'est étonnant ça. Quand je râle, c'est que ça va bien, tu le sais, Yoann. Voilà, c'est sympa. En tout cas, on parlait de Toulouse et Jean-Paul nous a appelé, Jean-Paul de Toulouse, parce que Jean-Paul il a répondu à notre appel 0826 300 300 pour gagner 2 places pour aller voir le match Toulouse face au Racing. Ce sera samedi soir pour la 22e journée du Top 14. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Écoutez, c'est un régal et un plaisir d'avoir été tiré au sort, d'avoir été sélectionné. Donc, j'irai avec mon fils, qui est aussi un aficionado donc du Stade Toulousain. Et bon, on a eu un peu mal au ventre quand on a vu le match contre Toulon, perdu d'1 point, alors qu'on s'était dit il n'aurait pas pu taper un petit drop là, histoire de faire basculer. Même à gagner petit, c'est pas grave.
Enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé alors en deuxième mi-temps? Ils étaient à 15 contre 14, les Toulousains là. Oui, mais bon, je sais pas. C'est à nos comment dire, vos spécialistes de nous dire ou d'analyser un peu plus finement. D'ailleurs, je me régale quand je les écoute parce que. Tiens, on va faire un petit tour de table, Jean-Paul, pour essayer d'étayer tout ça. Philippe, toi, pourquoi tu penses que Toulouse n'a pas réussi à renverser la situation là? Je sais pas, au moment du banc. Enfin, honnêtement là. Pourquoi ils n'ont pas réussi à inverser la situation? Bon, déjà, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'on l'avait dit avant, les impasses de Toulouse restent des impasses quand même très relatives. Parce qu'on est en train de discuter de la victoire de Toulouse qui aurait pu se jouer sur un drop. Donc, on revient à ce qu'on disait sur la profondeur de cet effectif-là. Donc là, en fait, c'est gentiment noyer le poisson, ce que j'essaie de faire, parce que pourquoi ils sont passés à côté, je ne sais pas. C'est une façon de botter en touche, entre guillemets. On va donner la parole à Damien Traille, quand même, qui a un œil à viser. Pourquoi Toulouse n'a pas réussi à renverser la situation face à Toulon? Alors, je vais être franc, j'ai regardé que jusqu'à le début de la seconde mi-temps. Voilà, je pense que oui, il y a eu soi-disant une impasse, mais comme dit Philippe, c'est plus des impasses du Stade Toulousain aujourd'hui. Ça se joue à pas grand-chose. Alors oui, il y a le manque de réussite de Thomas Ramos, mais tout ce qu'il a apporté à cette équipe, et Hugo Mola l'a dit, il les a tellement tenus maintes fois à bout de bras, à bout de pied, je veux dire, que voilà, mais et c'est un exploit du centre de Toulon qui marque. Ça se joue sur des petits détails, et c'est peut-être aussi à la fin ce petit manque d'expérience qui manquait. Mais je crois que le point qui a été ramené de Toulon est un résultat positif pour le Stade Toulousain. Johan. Moi je pense qu'ils sont un peu tombés dans le piège du non-jeu. Ils ont tenu le ballon en première mi-temps, ils avaient un peu plus de 50 ou 60% de possession. Et en deuxième mi-temps, ils ont rendu la possession où on leur a pris, et le fait qu'il y ait eu ce carton rouge aussi, peut-être ils ont dit que ça allait le faire, ils allaient s'épuiser, ils ont essayé d'insister un peu devant. Et ils sont tombés dans ce non-jeu et ils ont essayé de mettre de la vitesse qui n'a pas été récompensée également. Ça a été difficile pour eux de concrétiser des actions plutôt positives. Alors ils sont arrivés à bout de bras à marquer avec cet essai de Merclair, mais en tout cas en deuxième mi-temps on n'a jamais senti ce momentum où ils pouvaient repasser devant, où ils pouvaient contrôler ce match comme ils ont l'habitude de nous montrer depuis certaines semaines. Mais comme l'a dit Damien, peut-être qu'il manquait un peu d'expérience pour encadrer ces jeunes-là. Voilà, c'était l'analyse pour vous, Jean-Paul, pour vous préparer à aller voir ce match Stade Toulousain Racing à 15h samedi. Merci, donc c'est une très bonne nouvelle, et puis donc j'espère qu'on va se régaler. Ça va partir fort, Jean-Paul, ça ne nous avait pas en retard. Ouais, et puis a priori, tous les gros stars de cette équipe sont revenus à l'entraînement cette semaine, donc ils devraient être sur la pelouse. Et le Racing aussi. Ça va être quelque chose. Bon, merci Jean-Paul d'avoir appelé le 0826 300 300. Il y a encore combien de places à gagner? 4 places à gagner d'ici 21h, 12 minutes pour gagner 4 places pour ce match entre Toulouse et le Racing. Vous appelez le 0826 300 300. Aude est là pour vous répondre. Et nous, on vous salue, Jean-Paul. Et Damien, on te salue, on te remercie d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Et surtout, bonne fin de saison. En tant qu'amateur, en tant que papa et ancien grand joueur spécialiste de ce jeu magnifique. Merci Damien d'avoir été en direct. À bientôt. Allez, dans un instant, on va se projeter sur le match de phare de la prochaine journée, un des matchs phares de cette 22e journée. On le vivra dans le multiplex de Sud Radio. C'est Montpellier-Perpignan. Voilà, c'est déjà chaud côté supporter, et vous allez le vivre. Ils vont même se parler sur notre antenne dans un instant sur Sud Radio, et vous nous appelez pour les places 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission du lundi avec vous bien sûr sur Sud Radio au 0826 300. Des places à gagner pour Toulouse Racing. 300. 0826 300 300. Ouais, mais t'as oublié un 300. Ah ouais. 0826 300. 300. Mais oui, mais c'est vrai. À force de le dire, parfois on en mange un. Et puis peut-être parce qu'on a un peu faim, voilà. Mais c'est vrai qu'il commence à faire faim. On a faim aussi avec ce Montpellier-Perpignan. À la fin du mois, il n'oublie pas le 300. Philippe Spanghero est là, Johan Huget est là. Vous l'entendez avec ses perfidies comme ça.
Et bien sûr ce Montpellier-Perpignan que nous attendons, avec notamment des Catalans qui sont survoltés. C'est Vincent Panabière qui est avec nous, supporter catalan, et Marco, supporter du MHR, qui sont là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, est-ce que ce match, il a déjà commencé, dans les tribunes? Est-ce qu'il y aura plus de Catalans ou plus de Montpelliérains? Tiens, on va demander à Marco, supporter du MHR. Ah il y aura plus de Montpelliérains, c'est sûr. Après, le téléphone chauffe depuis ce matin. Le téléphone chauffe. Tous les Catalans m'appellent, m'envoient des messages. Tu aurais pas des places? Eh oui, les places sont difficiles à trouver, même pour les Montpelliérains. Voilà. Vincent, est-ce que vous avez trouvé des places, vous, côté catalan, dans votre groupe ou d'amis et de supporters? Nous, on en a trouvé au moins 4000, selon les infos qu'on a. Selon la police ou selon les manifestants? C'est déjà pas mal. Voilà, ça, c'est vrai que il paraît, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, Marco, mais que le club avait bloqué les places pour pas que les Catalans achètent toutes les places. C'est vrai ou pas? Les places n'ont pas été bloquées, les places ont été réservées à l'achat, comme tout match. Les abonnés ont le droit d'acheter les places, et donc ils ont privilégié les abonnés, ce qui est logique, comme moi, et on peut acheter les places pour les matchs avant les autres, et donc on a eu droit à ces places-là. Point. Après, il y avait des places qui avaient déjà été vendues. Je crois que normalement le quota pour les équipes adverses c'est près de 900 places ou 1000 places. Je crois qu'elles ont été largement dépassées pour les Catalans. Donc il n'y a pas d'histoire de billetterie faussée ou je ne sais quoi. Enfin c'est des bêtises. Hein. Voilà. Franchement. Bon, 157 km entre vos deux villes. Est-ce que c'est un derby? Tiens, Johan, toi, ton regard de Toulouseau-Ariégeois. Qatar. Mais oui, c'est clairement un derby. L'enjeu est là. Chacun joue un rôle différent. Mais on sent qu'il y a la ferveur depuis quelques semaines qui est montée. On en parlait avec un supporter perpignanais il y a quelques semaines déjà qui nous parlait de ce match-là. Et on sent... alors, l'enjeu est beaucoup plus important du côté de Montpellier, il faut pas se le cacher. Il joue le maintien. Maintenant, Montpellier, il y va avec ses supporters derrière. Voilà, ça crée un match qu'on a envie de voir, qu'on a envie de... Comme un match de phase finale. Hein. Ouais, ça sent la phase finale. Philippe, derby ou pas derby, et qui est le favori? Ah oui, vrai derby, c'est devenu un derby depuis à chaque fois que l'USAP, parce qu'ils ont fait des allers-retours, à chaque fois que l'USAP est remonté en top 14, je me souviens une des premières années où ils sont remontés en 2018-2019, le seul match, je crois, qu'ils gagnent de la saison, c'est à Montpellier. Donc c'est toujours des matchs particuliers, et puis surtout en fait cette ferveur elle est montée du côté catalan. Il y a quelques matchs où les Catalans pensaient que ça allait être un match crucial pour le maintien. Et en fait, c'est plus vraiment le cas du côté de l'USAP. Mais par contre, maintenant, comme l'appétit vient en mangeant, l'USAP regarde un peu le top 6. Et donc, ça rajoute une pression qui est différente. Mais c'est clair qu'elle sera sur les épaules de Montpellier. Mais un engouement du côté catalan qui est dingue. Et quand on voit à quel point ils arrivent à donner de la voix à 500 ou 600 quand ils se sont déplacés à Oyo, là, 4000, quand même, il va falloir regarder ce match parce que je pense qu'en termes d'ambiance... Moi, 10 000, moi, Philippe. 10 000. En phase régulière, on n'aura pas souvent vu une ambiance comme ça au GGL Stadium. Alors juste 9 points d'écart entre les deux équipes, Perpignan 8e, Montpellier 13e. Vincent, supporter de l'USAP, pour toi c'est un derby parce que c'est pas non plus Béziers-Narbonne de la grande époque. Moi, c'est le derby du 21e siècle, on va dire. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont à peu près proches dans la région et qui a une rivalité, on va dire, régionale. Mais c'est sûr qu'après, en termes de kilomètres, c'est pas le derby Biarritz ou le Castres-Toulouse où il y a 50 km d'écart ou voilà. Mais ça reste un match très 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 important, à la fois pour la symbolique pour les supporters parce que voilà la rivalité entre les deux villes. Et on vous a bloqué les places? Ouais, alors bloquer les places, bon, je suis à moitié d'accord avec Marco. Bon, c'est sûr que il y a les préférences par rapport aux abonnés, ça il y a aucun problème. Mais aujourd'hui, par exemple, ils ont remis 500 places en vente, et il y en a encore des disponibles, mais uniquement avec des codes d'accès. Donc c'est un peu, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur le fait qu'on bloque des places, il n'y a aucun problème pour bloquer et mettre en avant-première pour les abonnés. Moi la seule chose que je serais très 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 attentif samedi, c'est qu'il n'y ait pas une place, un seul siège de libre dans les tribunes, parce que s'il y a un seul siège de libre dans les tribunes, c'est un scandale. Parce que moi j'ai reçu, après que tout ait été bloqué cet après-midi, parce qu'il y en avait plus soi-disant, j'ai reçu encore peut-être une cinquantaine de messages, des gens qui cherchaient des places.
Donc voilà, j'espère que tout le monde pourra trouver sa place. J'espère que le stade sera guichet fermé, ça voudrait dire que là vraiment toutes les places ont été vendues. Et voilà. Et là vous dites qu'on peut pas acheter de place sauf si on a un code. Exactement, ils ont mis un système de code d'accès, mais ce que je peux comprendre, voilà, pour prioriser les abonnés. Aujourd'hui, en début d'après-midi, ils ont réouvert, il y a eu 600 places qui ont été vendues en 15 minutes. Donc autant vous dire qu'on sait vers où elles sont parties. Et aujourd'hui, si on veut acheter des places, il faut à nouveau un système de code. François, il a le code. François, c'est quoi? Quel est le code? Non, c'est Marco. Les codes, tu vas faire des heureux. Les codes. Marco, vous avez pas un code? Le code secret, alors. Vite. Le code secret. Il y a les codes canal et les codes MHR. C'est le nouveau truc à la mode. Non, il y aura les dernières places qui seront mises à la vente. Je crois que ce sont les places de pesage. Les pesages sont ouverts à tous les matchs. Là, ils seront augmentés. De toute façon, le match sera à guichet fermé. Vous n'avez pas un code, Marco? Un code, s'il vous plaît. Moi, j'ai acheté mes places pour mes amis. Et oui, pour mes amis, j'ai acheté mes places, évidemment, c'est normal. Bon, Marco. Avec mon code abonné. Voilà. Marco, quand même, sur la partie sportive pour le MHR, c'est important pour le MHR qui est dans une période un peu difficile. Je crois qu'il y a 3 défaites consécutives, là. Ils ont fait un bon match à Pau, mais on sent qu'ils ont reperdu cette confiance qu'ils avaient mis du temps à regagner en début d'année. Le match à Toulon, on fait mal. La grosse défaite à Toulon, on fait très très mal aux têtes. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette confiance et plus trop cette efficacité qu'on avait pu retrouver. Et là, le match de Pau, je trouve qu'on s'est un petit peu ressaisi quand même. Mais moi, de mon point de vue de supporter, j'aimerais qu'on passe en mode survie. Voilà, là je pense qu'il faut passer en mode survie maintenant. Là c'est plus, c'est le mode survie que j'attends vraiment des joueurs et du staff là. Et ce match contre Perpignan, ils viennent à point nommé pour ça. C'est parfait. Un derby, c'est parfait pour ça. Pour passer en mode survie. Ouais. C'est pour Perpignan. Voilà. Est-ce que vous, supporters, Vincent et tous tes copains, est-ce que vous rêvez de cette qualif? On rêve de la qualif, on y rêve depuis qu'on a vu que le calendrier était très très favorable pour l'USAP. On avait 4 matchs consécutifs à gagner, on l'a fait, avec 3 réceptions et un déplacement à Oyo. Et là on se disait, si on arrive à passer ces 4 matchs, on ira à Montpellier vraiment avec sûrement le focus pour pouvoir jouer la qualif, même si encore officiellement le discours, tant que mathématiquement c'est pas encore bon, voilà, ça reste encore le maintien, d'éviter l'access match qui a été un traumatisme sur ces en tout cas des vraies peurs sur ces 2 dernières saisons. Voilà, je pense que nous, supporters, on a le droit de s'emballer un peu, surtout après les 10 années qu'on vient de vivre. Donc voilà, il faut aujourd'hui, en tout cas nous, on regarde vers le haut et on pense qu'une victoire à Montpellier, c'est sûr qu'elle donnerait une fin de saison assez incroyable en Catalogne. Alors, on parle... Oui, vas-y, Yoann. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est raisonnable pour l'USAP, même si vous voulez les voir souffrir toute l'année prochaine, voilà, c'est... On a envie, sincèrement, c'est une équipe qui nous plaît et tout, mais nous, on se projette déjà sur l'année prochaine et on n'a pas envie de les voir souffrir sur 2 tableaux, quoi. Par rapport à la qualification en Coupe d'Europe, franchement, non, mais j'entends l'argument. C'est un peu ce qu'a vécu Bayonne cette année, avec la difficulté de pouvoir enchaîner les matchs, de pas avoir de week-end de repos. C'est sûr que nous, on a eu la chance en décembre, en janvier, d'avoir 4 week-ends de repos, entre guillemets. Exactement. C'est une vraie question. Aujourd'hui, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut se priver d'1 million d'euros de qualif en Coupe d'Europe? Si on veut avoir de l'ambition, il faut pas se poser ces questions-là et il faut être capable soit de faire des impasses, peut-être qu'on y sera, mais c'est peut-être un peu triste à dire, mais en tout cas aujourd'hui, si on a la possibilité de finir soit dans les 6, soit dans les 8 pour se qualifier, je pense que c'est franchement rien que pour le bonheur de regoûter à ça, il faut... Aux phases de finale. Vous avez envie de goûter aux phases finales. On peut le comprendre, mais Johan, il est pas regardant 1 million d'euros. Non, ça l'intéresse pas. L'économie, c'est Philippe. Ça, allez, juste, moi, je joue pour le cœur. Johan, Montpellier ou Perpignan ce week-end, en un mot? Je dois choisir une équipe, là, en un mot. Montpellier. Philippe? Je prends le contre-pied de Johan, je vais dire l'USAP pour pas qu'on dise la même chose, parce que je pense que c'est le match piège par excellence pour Montpellier, parce que ils sont beaucoup plus fragiles psychologiquement à domicile qu'à l'extérieur. Et c'est le match terrible, avec en plus l'atmosphère qu'il va y avoir autour. Je pense que c'est un match piège par excellence. Juste, j'ai une petite question, Philippe, après, parce qu'on doit rendre l'antenne, vu que t'es pas ici. Mais est-ce qu'ils sont obligés de faire jouer les Gifs sur ce match-là, ou pas du tout? Montpellier va devoir, c'est un quota, à la fin de la saison. Ils peuvent sacrifier les 2 derniers matchs s'ils se sont sauvés d'ici là. Mais le pari est risqué quand même. C'est ça.
Paris risqué, Paris qu'on vivra sur Sud Radio. Merci Vincent, merci Marco, merci toute l'équipe Sud Radio. Au cœur de la mêlée qui se termine, on était en retard. Pardon à Jacques Pessy qui suit les clés d'une vie, bien sûr. Et on se retrouve vendredi soir.